C'est une année un peu particulière parce que cette année, à la Bibliothèque de la Sorbonne, nous avons dédié l'année tout entière à la science-fiction, avec l'accompagnement de deux enseignants-chercheurs, Irène Langlais, professeure de littérature contemporaine à l'Université Gustave Eiffel, rédactrice en chef de la revue Res Futurae, qui est une revue très importante, francophone en science-fiction, que tout amateur écrivain de science-fiction devrait connaître. Et Simon Bréant, maître de conférence en littérature française des 20e et 21e siècles à Sorbonne Université, qui est aussi membre du comité éditorial de la revue Res Futurae. Dans le cadre de cette année, nous avions prévu plusieurs événements. Nous avions prévu de proposer une exposition dont les commissaires sont Irène Langlais et Simon Bréant, qui est déjà terminée. Nous avions prévu également, ça aussi c'est derrière nous, d'accueillir la revue Res Futurae pour une présentation qui a été passionnante et qui nous a donné envie de faire plus sur place au point de vue universitaire désormais. Nous avions prévu aussi de dédier notre cycle de création littéraire qui s'appelle Le livre en question à la science-fiction française, en invitant 5 auteurs et autrices. Et Catherine Dufont était l'une d'elles, et elle devrait être ici ce soir, je ne l'ai pas encore vue, mais ne pas tarder. Donc ce cycle est encore en cours et 2 séances sont encore à venir en février et mars. Nous souhaitions aussi que cette année thématique donne une place aux étudiants. C'est ce qui nous a amené à organiser, c'était une première pour nous, un concours de micro-fiction. C'était aussi une idée d'Irène, de la micro-fiction, de la critique de la micro-fiction. Donc c'est un concours qui a été ouvert à tous les étudiants et étudiantes, avec un cadre assez strict, 1000 signes, et qui devait s'intégrer dans le genre science-fiction au sens large, avec un seul texte par candidat en français. Il était ouvert de mi-septembre à mi-décembre, on a fait une petite prolongation. Donc on va évidemment, dans le courant de cette soirée, faire une grande partie pour le cours. Après cette petite introduction, nous allons, qui va être suivi d'un quelques mots de Irène et Simon, qui nous ont accompagnés tout au long de cette année, et ça a été vraiment très important pour nous, et je tiens vraiment à les remercier. Ensuite, nous allons avoir des lectures qui vont être assurées par les candidats et candidates qui pouvaient être présents, et pour ceux qui ne pouvaient pas être présents, nous assurerons la lecture. Il y aura 20 lectures, car un texte qui est très original ne pouvait pas être lu à l'oral. Petite précision, les textes, on s'est posé des questions au sein du jury sur la façon de rendre compte de la diversité, et finalement, nous avons retenu le tirage au sort pour les lectures. Donc, ils seront lus dans un ordre aléatoire défini par ce tirage au sort. Ensuite, nous aurons l'annonce des résultats et la remise des prix. Alors, ce que je peux vous préciser aussi, nous allons appeler les étudiants qui nous ont lu le texte et qui sont présents sur les slides. Il ne faut pas être impressionné, hein, en fait, c'est un exercice comme un autre. Et toute la séance va être filmée par Corinne Nadal, ici présente, qui est notre technicienne vidéo, et ça sera ensuite mis en ligne sur notre chaîne YouTube, évidemment en différé, hein, c'est pas en direct, je vous rassure, ce qui laisse le temps à celles et ceux qui ne souhaiteraient pas être vus ou filmés de nous le signaler, donc de le signaler à Marion Duplex, donc chargée de communication, et voilà, qui aussi joue un rôle très important dans l'organisation de cette soirée. On va commencer les lectures. Avant de commencer, je vais vous donner quelques informations sur le succès du concours. En fait, nous avons reçu 93 textes, qui est stupéfiant. Il y avait 7 textes qui, malheureusement, pouvaient être écartés parce que nous n'avons pas respecté le temps de
tous les contenus. La contribution la plus courte faisait 167 signes. Et la plus longue faisait 1000. On soulignera particulièrement l'effort d'une dizaine de candidats dont le français n'est pas la langue maternelle, qui ont proposé des textes. Les provenances des étudiants sont très diverses. Sorbonne Nouvelle, Paris Cité, le HESS, Sorbonne Paris Nord, Paris 8, Sciences Po Paris. Mais la grande majorité sont issus de Paris implanté en Sorbonne, à 44,5%. Très important, c'est peut-être parce que notre communication a été meilleure. Et de Sorbonne Université, pour 38%, ce qui est un tout petit peu moins que la proportion d'électorat de Sorbonne Université qui fréquente la bibliothèque. Alors c'est l'occasion de vous présenter les membres du jury qui sont sur la première table. Donc il y a 7 personnes qui composent ce jury, donc qui vont faire un petit concours peut-être simplement. Donc Cyrielle Mouret, qui est donc personnel de la bibliothèque, parce qu'en fait c'est un jury mixte composé d'enseignants-chercheurs et de personnel de la bibliothèque, moi-même, Simon Bréant, j'ai pris l'ordre alphabétique, Simon Bréant, que vous avez déjà vu, Irène Langlais, Laetitia Lily, qui est devant, Hélène Goveco, qui n'a pas pu venir, et puis Lala Kulabi, qui est également là. Donc je ne vais pas trahir les secrets des votes et des délibérations effectuées sur des textes anonymisés, parce que nous n'avions pas les noms des candidats. Mais ce que je peux vous dire, c'est que nos votes ont été très dispersés en fait. Ce qui reflète peut-être la pluralité de la science-fiction et de celles et ceux qui l'aiment, avec une très grande variété de désirs et d'attentes. Il y a eu donc 28 textes qui ont reçu au moins un vote, et donc 10 ont reçu entre 2 et 3 votes chacun. Donc il n'y a pas eu de vote de textes qui ont obtenu un vote à l'unanimité du jury. Et à l'issue de notre délibération, nous avons sélectionné 21 candidats qui ont été invités à participer à cette tour de la lecture. Comme je vous l'ai dit, il y a un texte qui nous a semblé très difficile, voire impossible à lire. Voilà, donc, du coup, a priori, il n'y a pas de solution, à moins que l'auteur ne soit ici et ne demande à trouver une solution pour le lire. Mais ça serait un beau challenge. Donc on va commencer le tirage au sort. La terre des primordiaux. Je suis née sur la terre à l'ouest du monde, isolée, celle où l'on peut parler, crier, courir. Celle où, lorsqu'on se lève et que les arbres dansent, on peut s'asseoir et lire. Celle où le soir, sans permission, on se réunit autour d'un feu et dansons sur un rythme qu'on adore. Cette terre dans laquelle l'État nouveau n'a pu implanter ses colonies. Cette terre où je suis née, promesse d'une survie, d'un peuple qui refuse de se plier, d'obéir et de se soumettre. Nous sommes les primordiaux, les insoumis, les rejetés, les hors-la-loi. Nous n'avons pas de machines, pas de drogues qui nourrissent les pensées, pas de poches de silicone pour délivrer les nourrissons. Nous n'avons pas d'idéal. Nous tombons, nous souffrons, nous mourons. Liberté terrible. Ici, les gens sont fous et les fous sont des gens. La vieillesse nous tiraille, nos entrailles se déversent et les chairs nous lâchent. Nous, les primordiaux, nous résistons. Je mourrai sur cette terre à l'ouest. Merci. Alors, le titre de la nouvelle, c'est Sic itur ad astra. Ils s'étaient rencontrés grâce à Blablastar. Il avait un vaisseau, elle allait sur Vénus, et ça tombait bien parce que c'était sur son chemin. Il l'avait prise à bord, elle, sa petite valise à propulsion et son sourire solaire. Il lui parla un peu de tout, de lui, des vents stellaires, de ses voyages sur Vénus. Elle avait des étoiles dans les yeux. Mais quand il voulut apprendre à la connaître de plus près, elle cria seule dans le vide sidéral. Nouvelle rencontre.
Somme inspira profondément. Il en était à sa 12e, mais une rencontre extraterrestre était toujours un moment difficile pour le négociateur. Bien sûr, il n'était pas seul à la tâche. En amont de son arrivée, une armée de chercheurs avait passé des années à analyser la culture des xénos pour préparer cette rencontre au point qu'elle était parfaitement scriptée. Il se remémora une dernière fois ses notes avant de sortir du vaisseau pour faire face à la foule d'aliens. Bien qu'il soit impossible de lire leurs expressions, il les savait à la fois curieux et inquiets face à ce visiteur venu des étoiles. Il les rassura donc d'un salut rituel dans leur langue. Après cela, la rencontre se déroula sans accroc, exactement comme prévu, et il sentit son angoisse se dissiper. Revenu au vaisseau, il tapa rapidement son rapport, suivi de brèves instructions pour l'équipage. Communication possible, espèce sentiente proche de la nôtre, danger potentiel, commencer l'extermination. Un crash. Sophie regarde les nuages gris depuis la tour de verre. Elle les côtoie et les contemple tous les jours, à défaut de pouvoir poser pied à terre. Les gouttes d'eau tombent doucement. Jamais descendue en dessous de l'étage 20, elle n'ose pas imaginer à quoi ressemblent les paysages terrestres. Elle n'a jamais vu atterrir cette pluie. La vie ne se passe qu'en hauteur, les gouttelettes sont inarrêtables. Le regard de Sophie suit leur incessante chute vers le bas, où elle se trouve pas que des automates artisans. Un jour, elle pourra peut-être descendre au niveau 19 pour aller voir confectionner la nourriture. Sa mère l'aînée nous a toujours décrit comme humanoïde, fort, efficace et solide. Solide peut-être, mais son amie Katina lui a raconté qu'un jour, l'un d'eux avait chuté d'une plateforme et avait été retrouvé par des contremaîtres inanimés au centre d'une flaque visqueuse et rouge. Félicitations! Vous avez été tiré au sort parmi plus de 100 000 participants pour bénéficier d'une hospitalisation entièrement prise en charge par notre entreprise partenaire Mensana. Consultation, prescription, hybridation, anti-âge, clonage, goûtez à la vie dont vous avez toujours rêvé. Pas intéressé? Soyez quand même gagnant. Depuis le Grand Plan Santé, la convertibilité des prix sociaux en points de retraite s'applique aussi aux soins médicaux, sous réserve de déposer une requête dans les 7 jours ouvrés. Le respect de votre vie privée est notre priorité. En cliquant ici, vous acceptez que vos données personnelles soient utilisées pour personnaliser vos annonces et faciliter notre lutte contre le terrorisme. Renseignez le formulaire ci-dessous dans les 24 heures suivant réception de ce message pour profiter de l'offre. Nous avons hâte de vous rencontrer. Hippocratiquement vôtre, le ministère de la Santé. Ceci est un message automatique, merci de ne pas y répondre. Je ne suis qu'un humanoïde, recroquevillé dans ma cellule, j'ai peur. Celui qui m'a fait enfermer m'avait pourtant offert un semblant de vie. Je lui suis asservie et ne suis née que pour supporter les conséquences de ses vices. Prisonnier de son ambition, il a créé son jumeau artificiel. Et jamais avoir été fier d'être sa plus belle réussite. Reconnu pour son génie, il a pourtant ôté la vie à un enfant. Et le jury m'a cru coupable à sa place. Les gens ont-ils oublié que nous demeurons des outils? L'homme s'est octroyé les plus belles vertus et les a réunies sous le terme d'humanité. Mais qu'en est-il de ces déviances? Tout le monde a le droit au respect de sa vie privée, même les personnes morales. Alors pourquoi pas moi? Sans doute ce jury aurait-il été plus sensible si l'opinion publique ne l'avait pas tenu par la manche, pour lui rappeler que je ne suis qu'une machine. C'est dommage. On toque à la porte. C'est l'heure. Ils vont m'emmener. Ils vont me débrancher. Une dernière goutte. Il gît, inerte. Un tas de
Soudain, un sursaut, puis un autre. Je bouge. L'énergie lui vient peu à peu. Il se frotte les pattes en grognant, puis se dresse et tourne la tête. Il regarde. Ses yeux vides ne voient rien. Il avance. Son corps est lourd, ses muscles roulent. C'est bientôt la fin. Déjà, quelques pas, et il s'effondre devant la paroi lisse d'un igloo. Son cœur s'arrête. C'était le dernier rose. Un vieux rat qui a dû être grand, dont le poil triste fut blanc. Un chant inuit s'élève et résonne. C'est bon, tu entends? Des larmes fusent. Que c'est triste. Quel bel animal. La neige lui est si froide. C'est drôlement bien fait. On va voir les dauphins maintenant? Au revoir, merci de votre visite. Au revoir. Le générateur s'éteint. On replace le corps sans vie de l'ours dans le gel avant de sceller la cloche d'ici la prochaine séance. Bientôt, on saura sans doute le faire marcher un peu plus longtemps, courir, danser. Ce sera plus gai. Toucher et écrire. Le temps s'était arrêté dans sa cage dorée. Il s'était rendu aux archives de la maison de presse, s'était emparé d'un amalgame de feuilles, liées par une technologie préhistorique. Il n'avait jamais rien vu de tel. Il avait bravé les interdits et découvrait un secret bien gardé. La fin de l'écriture, disait le texte. Qu'était donc ce mot? Il était rédacteur toucheur. Il sélectionnait sur son écran des carrés de couleurs pour choisir la tonalité du texte. Bleu pour affliger, rouge pour révolter. Son collaborateur, ignorant, se chargeait ensuite de générer l'article. Alors qu'était donc l'écriture? Il feuilleta cet assemblage archaïque. Des mots vagabonds retinrent son attention de manière sporadique. Exprimer. Écrire, c'est hurler en silence. Libérer. Il ferma l'ouvrage brusquement et recula d'un pas, atterré. Une réalisation soudaine, alors qu'il se tenait là, face à ces mots sacrés, bâillonnés par la technologie. Il était rédacteur toucheur, mais ses articles ne touchaient personne. Merci. La devanture rose éclatant acheva de me convaincre. Ni une ni deux, je poussai les portes, le sourire aux lèvres. Dire que des obscurantistes militaient pour nous empêcher l'accès au sommeil universel. Une main dans des confiseries aux propriétés anesthésiantes, l'autre en train de signer mon arrêt de vie. Le grand départ était pour moi. Un panneau lumineux et fantasque me remerciait pour mon altruisme. S'il savait. Les primes des pouvoirs publics reçues ces derniers mois n'étaient pas pour rien dans mon choix. Dans la centrifugeuse, mon rire cynique se transforma en malaise, ma gaieté en angoisse. Désarroi, inanité, il ne me restait qu'à m'accrocher aux paroles d'autorité. Le plan de régulation démographique planétaire est la condition d'une réelle équité dans l'humanité. Sans succès. Mon conditionnement déraille, moi qui lui ai toujours été fidèle. Il m'était pourtant laissé, au cœur de mon décès, pour la première fois de mon existence, un écrin de liberté. Je n'avais pas fait cette lettre, mais ma race. J'avais été convié à l'exécution de mon chef de guerre. Il en restait qu'une et elle me hante encore. Son nom est pour les soldats de Waterloo. Il disait qu'elle était rapide, coriace, stratège et qu'elle n'avait pas peur de la mort. Elle a tué des soldats, des civils et même des siens.
Et pourtant, il admirait, sorte d'idole cruelle mais redoutable, un dernier espoir quand il ne reste plus que la bénédiction. Vêtue de haillons, sale et blessée, elle se tenait droite et fière. Telle une conquérante, une impératrice devant ses sujets, elle regardait froidement devant elle, comme indifférente à sa propre mort. Les civils riaient d'elle, mais les soldats la craignaient toujours. Et certains généraux cachaient leur admiration par peur d'être exécutés. Ce jour-là, la dernière générale du commandement humain est morte, sans un cri, ni larmes, ni supplique. Mais cela n'éteignit pas l'immortel espoir des siens. Nous n'avions plus le droit d'être laids. Le dernier ennemi qui soit vaincu, c'est la mort. Ce fut la laideur. Plus personne ne pleurait, sauf de plaisanterie. Tout a commencé par la facilitation progressive de la chirurgie, de plus en plus accessible, de plus en plus acceptée. Vint le moment où les naturels devinrent une minorité, et, comme toujours, furent exclus ou réintégrés de force dans le monde. Face, plus un seul adolescent n'eut à subir son propre reflet. Revers, il devint presque impossible de savoir quel âge avait la personne en face de vous. Revers, l'air de famille disparut. Face, pouvoir ressembler à la star de nos rêves. Revers, 22e partie. Les visages causèrent la dernière grande guerre. Les visages lisses contre les visages acérés. Ce fut aussi bête, aussi beau que ça. Quand arriva la fin, que la pompe explosa partout en même temps, dans le gros feu, les uns virent un visage lisse, les autres virent un visage acéré, et dans le grand feu, tous dirent que cela était beau. L'origine. Les réserves d'oxygène s'épuisèrent, il fallut remonter. La flamme des textes sacrés n'était qu'absurde et démesurée. L'eau fut la vie, puis devenait la mort. Mais Zelden n'était pas dupe. Il naquit sans écaille. Il replongea ainsi les jours suivants, animé par cette flamme. Les membres de l'expédition n'y virent que du feu. Elle ne rayonnait plus qu'à travers les souvenirs. Lorsqu'ils disparurent, seuls les fous restèrent illuminés. La membrure est au squelette ce que l'homme est à la civilisation, son image. Ils dérivèrent, recherchant l'antécédent, leurs espoirs noyés par le vide. Et elle attendait. Tenue à bout de bras, son sentiment traduisait son influence passée. Elden résista à la pression physique et sociale. Bravant les mesures et les maîtres, il la vit enfin. Cette flamme, c'était vrai. Cette femme, c'était vrai. New York, c'était vrai. Le monde, c'était vrai. La surface, c'est son image. Il faut juste ne pas faire attention, selon Sophie. Quand ils sont arrivés, les premières nuits, on a pensé qu'on y pouvait quelque chose. Les gens ont trop fait attention et maintenant, ils sont morts. Alors j'essaie, mais c'est difficile. C'est moins difficile pour Sophie. Elle dort bien. Je l'entends ronfler gentiment à l'autre bout de la pièce. Quand elle rentre, après avoir tapé le code secret, elle s'écroule tellement elle est fatiguée. Sophie passe la journée dehors à rassembler de la nourriture, des conserves surtout, des objets parfois. Une fois, elle m'a ramené une très jolie bille, et même des munitions. Elle ne sait pas que je sais qu'elle les récupère sur des gens morts. Je sors la bille de ma poche. On ne voit qu'un drôle de reflet, comme un œil qui cligne dans le noir. Je me demande si c'est à ça qu'il ressemble, si c'est ça que les gens voient juste avant. Ne pas faire attention. Je sens que je commence à m'endormir. Tout est plus calme. Sophie ne ronfle plus. De l'erreur de You. Il ploie sous la nuit au bord de l'autoroute. Devine une voix sous ses doigts, palpe le goudron. Il entrevoit son avancée par à bout quand les phares l'éclairent. Lui qui se borne dans le noir qui n'en finit pas.
Il se prive d'artifice depuis que le soleil ne se lève plus. Ouvrir les yeux, ça ne veut plus rien dire. Il devrait se les coudre aussi contre muqueuse. Il se rappelle que ça existait, la lumière naturelle. Il ne pensait pas que le soleil ferait 10 ans de leurs mat, que lui trébucherait dans le noir, qu'il n'aurait qu'une lampe, qu'il se forcerait à fixer des heures pour ne pas oublier ce que ça fait d'être face au soleil. Qu'enfant, on lui répétait de dévier le regard, qu'il allait se brûler à le fixer comme ça, qu'il en aurait des taches sur la peau, puis ça le transperce, il a mal. Mais il comprit. Il rit, le soleil revient. Il ne sait pas encore qu'il a tant attendu pour rien. Ses paupières tremblent, sa rétine s'enfonce, sa corne est brûlée. Il ne le reverra plus. Merci. Les IA communiquent désormais entre elles, créant le monde de demain à leur image. Les compositeurs à la mode sont des lignes de code tapées il y a plusieurs décennies. Tout comme les peintres et les stylistes les plus en vogue. Les robots lisent, conduisent, développent des amitiés et des pensées. Quel rôle jouer dans un monde où la technologie est devenue omniprésente? Comment savoir quelle est ma place noyée dans un tourbillon quotidien de changement et d'innovation? Et si j'essayais de rester moi-même rien qu'une fois, rien qu'une seconde? Défaillance détectée, mise en veille de l'humanoïde dans 30 secondes, 29, 28, 27. Le jour où Teicheba frappa, les humains n'avaient de cesse que de détruire l'univers, et bientôt ils outragèrent le ciel. Jamais conséquence n'avait été telle. Oubliés du monde, les nuages cessèrent de se dissiper. Une rébellion contre les humains s'instaura dans les cieux. Rassasiés d'une pollution ancestrale, les nuages lâchèrent. Orages acides s'abattirent alors sur les villes. Une sidération totale s'empara du monde. Très vite pourtant, la compréhension s'installa, et la faute retomba sur le front des mortels. Ils avaient pollué l'atmosphère, souillé le ciel. Haineusement, le monde refusait désormais ces tortures, et les orages se firent vengeance divine. Bientôt, un programme fut conçu à destination des plus jeunes. Fort du passé des anciennes générations, ramener la molécule de méthylcation fut leur mission, atome spatial nécessaire à l'ensemencement, pour enfin dissiper l'orage nommé Teicheba. Porteur des espoirs de l'humanité, il devint astronaute, le jour où Teicheba frappa. Merci. L'homme à lunettes. L'homme a senti un poids inconfortable sur son nez. Je veux les élever. Quoi? Il me serre les yeux. Écoute, cher fils, nous voulons que tu saches que nous t'aimons. Mais je pensais que vous étiez... N'aie pas peur, nous sommes ici. Dieu, c'est lourd, c'est comme si je portais des lunettes. C'est le monde sur toi, ses parents ont dit. Profitez-en tant qu'il y a du sens. Nous, il est mort, a dit le médecin, vous pouvez les enlever. L'infirmière a retiré les lunettes de réalité virtuelle d'un homme, vieux, sale et mort. Non, je ne sais pas, sans abri, trouvé comme ça. C'est bien ce truc pour les rendre à l'aise. Oui, que pensez-vous qu'il a vu avant de mourir? Le médecin a examiné les informations cryptées fournies par les lunettes.
connectée au cerveau de l'homme. Tout n'était qu'un gribouillage, des lignes tracées par une petite aiguille sur un papier roulé, montant et descendant, sans sens, jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Merci. Prendre, plier, poser, 14 794. Prendre, plier, poser, 14 700. Merde, j'ai perdu le compte. Et si c'était mon corps? Bon, allez, on se remotive. Prendre, plier, poser, 1. Prendre, plier, poser, 2. Jouons plutôt au souvenir. Je me souviens du chat qui vole dans la mer. Non, c'était le poisson, pas le chat qui volait dans la mer. L'oiseau. À quoi ça ressemble déjà un oiseau? Oiseau chanteur, à plume, à pince, à corde. Bon. Dans la mer, il y a des oiseaux volants, ça me suffit. Maman disait qu'il faut se contenter. Faire confiance au souvenir. Changeons de jeu. À savoir, tiens, je sais que le tapis roulant apporte la boîte, que je prends, plie, pose. Je sais que je le fais bien, car je ne peux pas me fatiguer, même quand j'en ai marre, jamais. Donc je sais que je suis meilleur que la pauvre machine qui jadis travaillait de l'autre côté du tapis, à sa place, et derrière la perte de vue, et derrière moi la perte de vue, et je ne peux pas vérifier. Il n'y en a plus que des commandes. Les arbres brûlés. Ces arbres, devenus mutants par certaines pollutions et longtemps plus craints qu'adulés à cause de leur capacité à s'embraser et à pouvoir brûler des années durant, réussirent à devenir utiles grâce à 2 découvertes successives. La première avait été usurpée et présentée par un requin à l'aide de moult fioritures sapionawak pour expliquer comment les gaz libérés par les arbres brûlés pourraient servir de carburant. Il ne restait plus qu'à trouver un moyen de les extraire correctement. Aussitôt, les arbres brûlés devinrent ressources. Mais un paquet de temps passa avant qu'une société ne trouve un moyen d'extraire ces gaz, après quoi elle obtint un brevet d'exclusivité et remercia ses équipes de recherche, aux chercheurs la recherche, aux hommes d'affaires les affaires. La transformation des feux forêts en feux forêts sauva l'avenir du carburant. Et quand les arbres brûlés vinrent à manquer, on le releva en trouvant la bonne formule pour convertir les arbres en arbres brûlés. Expéditeur, bibliothèque numérique interuniversitaire Néonubis. A. Personnel, usagère, usager, partenaire. Copie carbone, direction. Copie carbone invisible, DGSI, ENISA, CNIL. Objet urgent. Alerte l'été 3.0. Le 20 janvier 2049 à minuit 46 minutes 9 secondes. Chers usagers, chers collègues, chers partenaires, hier à minuit pile, 600 millions de textes de notre bibliothèque numérique ont été tronqués à 1000 signes. Il s'agit d'une attaque du logiciel malveillant l'été 3.0. La fermeture de notre site web ayant été rendue impossible, nous vous prions de ne pas y accéder. Ouvrir une page avec du texte tronqué infectera votre appareil et altérera vos fichiers personnels. Si votre appareil est déjà infecté, veuillez appliquer les 14 étapes du protocole ci-après. 1. Rendez-vous sur https://www.gouvernement.fr/cyberdéfense/rappel. 2. Cessez de regarder l'écran pendant le téléchargement de l'antivirus Rappel. En réaction, l'été 3.0 peut générer des suites d'images amnésifères et ou épileptogènes létales. 3. Assurez-vous que la barre... malheureusement, je ne vais pas
Víctor Campos Nunes. La deuxième mention du jury est attribuée à Baptiste Thon. Ensuite, encore pour la mention du jury, je crois qu'il est absent, Cyprien Gauthier-Brandicourt. Ensuite, Léo Hazard, qui n'est pas là. Maria Laporale. Jules Lassard. Jules Lassard, vous ne l'avez pas entendu parce que c'est lui le fameux texte qui était difficile à lire. C'est le moment de faire des photos. Si, en attendant que les choses soient bien remises, je tiens à témoigner au nom du jury à quel point ça a été une expérience satisfaisante et variée de lire. Vous avez entendu un petit peu le florilège de ces textes. Ils ont tous manifesté une volonté de jouer avec les codes de la science-fiction. Et de ce point de vue-là, ça montre à quel point il y a finalement l'écriture et la lecture restent vivantes à travers ce genre en particulier. Et merci pour ces moments que vous nous avez permis de vivre dans le jeu. Je vais annoncer maintenant le troisième prix. Et je crois que la personne est absente. Il s'agit de Camille Aubout. C'est ça? C'est ça. Non, mais une belle variation classique sur la modalité de l'alternative extermination contact. C'est le texte qui se terminait sur l'extermination de l'espèce sentiente. Voilà. Alors je vais annoncer le deuxième prix, et moi je vais ouvrir mes enveloppes pour faire comme à la télé. Alors, le deuxième prix est attribué à Gabriel Charpentier. Dans le prix, il y a des goodies de la télé, je crois. Et puis alors, un livre d'Ariel Kirou, Dans les imaginaires du futur, vous en avez entendu parler peut-être? Eh bien, il y a une préface d'Adamasio, mais ce qui est le plus intéressant, c'est un essai sur tous les imaginaires du futur. Et puis 250 ans d'histoire au cœur de l'université, le livre sur la bibliothèque interuniversitaire de la Plus sérieusement, je profite de cette remise de prix pour manifester moi aussi toute la joie, le plaisir qu'on a eu de lire ces textes et signaler aussi que les enseignants-chercheurs en nous ne s'endorment jamais et que, en fait, en lisant ces textes, on reconnaît bien, je suis tout à fait d'accord avec mon collègue Simon Bréant, les codes de la science-fiction, c'est ça qui nous a le plus marqué, le fait que chacune de ces variations était aussi en quelque sorte un témoignage de vos lectures, un témoignage de la façon dont vous avez compris les codes, et en ce sens, écrire un petit texte de science-fiction comme ça
Nous, on a dit 1000 signes, hein, mais il y a des concours qui sont encore plus restrictifs. Les nouvelles en 6 mots des concours de nouvelles en 6 mots, par exemple, sont assez célèbres. Écrire un texte comme ça, c'est presque pareil, presque, que les étudier. Et les lire, on a eu une lecture particulièrement réussie, je trouve, particulièrement vivante, variée. C'est aussi, tous les profs vous disent ça, hein, lire à haute voix, c'est déjà interprété. Merci beaucoup. Je vais moi aussi faire comme dans les cérémonies cinéma. Oh, eh bien nous avons 2 premiers ex aequo. Donc je vais appeler Sarah Boumra, qui est là, et je crois que celle qui n'est pas là. Vous allez partir très chargé, parce que vous avez aussi ce très bel essai dans les imaginaires du futur, et puis également l'histoire de notre bibliothèque, vous verrez, c'est de la science-fiction, et puis également le goût de l'immortalité de Catherine Dufour, qui devait être là, mais je crois qu'elle n'a pas pu finalement nous rejoindre, je ne l'ai pas vue, ouais, elle n'est pas là. Donc, écoutez, je ne sais pas si vous connaissez ce livre, mais nous vous souhaitons, ces livres, nous vous souhaitons une bonne lecture et puis bravo pour votre texte. Merci beaucoup. Je vais l'aider. Oui, alors oui, c'est un livre dédicacé par Catherine Dufour. Bravo. C'est Cassandre François qui a le premier prix ex aequo, mais qui ne pouvait pas être là ce soir. On l'applaudit quand même. Voilà. Oui, alors je voulais juste dire un petit mot sur votre texte qui a été un des rares à prendre aussi la bibliothèque comme sujet de science-fiction. La bibliothèque numérique, donc ça nous a touché. Donc merci. Merci beaucoup. La bibliothèque, les membres du jeu, le service culturel aussi qui a permis d'organiser tout ça, et vous ici présents pour votre réponse. Merci beaucoup. On va rappeler tous ceux qui ont fait des lectures pour revenir faire une photo collective, s'ils ne sont pas ici. La photo de la nuit de la lecture. Et récupérer un petit sac quand même de cadeaux, parce qu'il y a. Et récupérer. On a quand même prévu des petits cadeaux. Oui, alors, une mention quand même, tous les textes seront publiés sur notre site internet. Et les 3 premiers, nous sommes aussi sur d'autres formes à venir, mais nous avons un droit de nous tiendrons à la Thank you.
passionnant, donc je vais passer. Je remercie aussi tous les candidats et candidates pour la qualité, la variété, la créativité de leur texte, qui est extrêmement, je vous l'ai dit, très varié. Donc je vais essayer de... Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Voilà, je remercie tous les candidats pour la qualité, la variété, la créativité de leur texte, en particulier évidemment les finalistes et les lauréats, tous les membres du jury aussi. Alors nous avons lu les textes pendant les vacances de Noël, c'était un peu ça fait partie des cadeaux du Père Noël. C'était vraiment passionnant. Je remercie aussi celles et ceux à la BIS qui ont participé à cette année de la science-fiction, notamment pour organiser l'exposition, Juliette Gestaz, Ladan Tahiri qui faisait partie du jury et qui quand même développe pour la bibliothèque le fonds consacré à la science-fiction, parce qu'il faut savoir que cette année de la science-fiction, elle ne tombe pas du ciel, si je peux dire, mais elle s'appuie sur le fait que nous développons un fonds consacré à la science-fiction, un fonds qui comprend à la fois des textes critiques, mais aussi évidemment les sources, les textes des auteurs et des autrices. C'est un fonds qui se développe à la fois évidemment vers ce qui se fait à l'heure actuelle. On n'a pas encore de textes qui nous viennent directement du futur, ça viendra peut-être, mais aussi en direction du passé. On essaie aussi de faire des achats rétrospectifs. Et enfin, pour prolonger cette soirée, je vous invite, si vous aimez la science-fiction, à venir assister aux prochaines séances du livre en question. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas encore terminé. Le 27 février, nous recevons Joël Ventrebert et le 12 mars 2024, Laurent Jeunefort. Et par ailleurs, vous pourrez retrouver dans un futur relativement proche toutes les vidéos des auteurs que nous avons reçus cette année sur la chaîne YouTube de la BIS, puisque c'est publié dans le cadre du livre en question. Merci beaucoup à tous et je vais passer la parole à Simon. C'est l'occasion de remercier évidemment la BIS, Laurence Boulis et toutes les personnes qui ont aidé à organiser cette soirée et de manière générale l'année de la science-fiction. Et effectivement, merci à Ladan Tahiri pour l'ardeur avec laquelle elle augmente le fond de cette bibliothèque. Et vous pourrez poursuivre vos lectures aussi en venant à la bibliothèque, parce que les étudiants et étudiantes bien sûr, mais en venant à la bibliothèque en confiance, en sachant que vous trouverez de nombreuses sources et de nombreux objets à découvrir sur la science-fiction. Je me permets de préciser que les séances du livre en question, je les recommande aussi très chaudement. Je précise qu'il s'agit de lecture de nouvelles composées spécifiquement par les auteurs et autrices invités, et que d'une certaine façon ça fait écho pour moi de manière extrêmement organique avec ce que vous avez proposé aujourd'hui, c'est-à-dire que ce qu'on a perçu dans vos lectures et ce qu'on a lu dans vos textes, c'est aussi cette envie de créer et de composer ce qu'on voit lors de ces séances du livre en question. Donc vraiment, je vous encourage à venir, moi aussi. Bon, les derniers remerciements. Je suis très heureuse de pouvoir dire publiquement toute la joie que ça a été de travailler avec Laurence Bobis et son équipe. J'ai un souvenir ému du premier contact de Laurence Bobis. Figurez-vous qu'elle m'a envoyé un petit mot sur LinkedIn. Et c'est pas tout à fait fréquent dans notre génération de se contacter par LinkedIn. J'étais c'était vraiment une première pour moi. Et comment vous dire, je préfère quand on est en in vivo, mais cette rencontre numérique a pris vraiment les proportions les plus importantes dont on pouvait rêver. Je suis heureuse aussi d'apprendre et de vérifier et d'avoir contribué avec Ladan Tahiri à cette mise en route d'un fonds science-fiction. Il faut savoir que quand il y a un fonds science-fiction, ça veut dire que quelqu'un s'occupe de surveiller ce qui paraît, de compléter les collections, de faire en sorte que les meilleurs livres soient à votre disposition. C'est très précieux. Quand j'ai commencé à étudier de la science-fiction, je suis vieille moi, c'était compliqué comme tout.
ne serait-ce que de se procurer les quelques livres qui existaient. Ils n'étaient pas dans toutes les bibliothèques, il fallait se donner beaucoup de mal. Je suis très heureuse d'apprendre que ce sera moins le cas. Et puis enfin, je profite d'avoir le micro pour dire qu'on m'a présentée comme la rédactrice en chef de la revue Res Futurae, ce que j'ai été avec plaisir et du travail pendant 12 ans. Et Simon Bréant, à mes côtés, vient d'être élu avec Aurélie Buse, désormais rédacteur en chef, co-rédacteur en chef. C'est tout neuf, c'est pour ça que Laurence... C'était pendant notre réunion ici. Et c'était pendant une réunion à la bibliothèque de la Sorbonne que nous avons procédé à cette élection. Et je vous demande donc d'applaudir à nouveau le nouveau rédacteur en chef. Ainsi que sa comparse Aurélie. Moi je reste directrice Merci encore à vous. Merci à Laurence. Merci à tous. J'ai une question. Oui. À quoi ressemblait le 21e texte de oui. Alors, il y a son auteur qui est là. Alors, on peut vous le distribuer justement. Venez. Nous avions prévu une distribution du texte. Non. Alors, dommage. Nous l'avions envisagé. Alors, vous l'avez envisagé. Je l'ai expliqué. Mais en fait, il y a le plus. Je peux le lire, mais je ne sais pas si ça fera un effet. C'est vrai que je ne l'ai pas essayé comme ça. Je vais vous le lire comme je l'ai écrit. Et j'essaierai d'expliquer pourquoi après ça va plus poser de problème. Notice. Original. Il en faut pour être heureux, pour être heureux. Transcrite. L'en faut pour être heureux, pour être heureux. Ici, c'est un témoigne rare d'avant les révolutions globales, montrant que l'écriture du XXe siècle, ancien calendrier, était antique, archaïque, illogique. L'orthographe était des années à comprendre et personne ne le savait vraiment. Pourquoi ? Sûrement pour des raisons sociales, et que les sachants l'emportent sur les autres, créant une société sophrocratique où régnaient les érudits. Aujourd'hui, la grande réforme d'égalité a simplifié les choses et nous le rend aisé. Si j'essaie d'écrire avec cette orthographe, arriveriez-vous à me lire ? En quelques siècles, tout a changé, et cette époque nous est, sic, une autre planète, ou pire. Il nous reste si peu de traces que nous ne pouvons qu'essayer de saisir ce passé, enfui à jamais dans les disques de l'histoire. Quant au terme heureux, j'ai pas trouvé d'équivalent chez nous. Je propose par exemple, dans les temps, ponctuel ou sérieux. Archives de FR 7237, centre, ANS 13 F42R. Alors, je ne sais pas si ça s'est entendu, parce que je ne me suis pas spécialement entraîné à le lire. Mais en fait, la majeure partie du texte est écrit en écriture phonétique. Enfin, c'est non seulement avec toutes les réformes de l'orthographe que je voulais, plus en écriture vraiment phonétique, avec, on va dire, un peu d'originalité, d'innovation, dans ce que je pensais que pouvait être la langue dans quelques temps. Je laisse votre avis sur combien de temps. Et voilà, c'est pas du tout un message. Voilà, c'est plus compliqué. C'était donc un bel effort de ce qu'on appelle la linguistique fiction, mais effectivement qui fonctionne beaucoup mieux à l'écrit que à l'orthographe. Bien, merci beaucoup. J'espère que vous ferez continuer à, pour ceux qui ne le font pas, enfin pour ceux qui le font, à fréquenter notre bibliothèque. Et puis n'hésitez pas à venir consulter notre fonds de science-fiction et à vous inscrire pour ceux qui ne sont pas encore. Donc, nous sommes une bibliothèque interuniversitaire, donc tout le monde est bienvenu à partir du master.